Monsieur le secrétaire perpétuel, cher professeur Diboué, chers confrères, mesdames, messieurs, amis de l'Académie, nous sommes donc à la deuxième station de cette chaire de l'Agence universitaire de la francophonie, dont un des titulaires cette année est le professeur Donatien Diboué. Et après avoir, dans sa première séance, c'était déjà lundi, évoqué des problèmes sémantiques, notamment les questions relatives à la réception, à la restitution, et avec des cas extrêmement concrets, nous allons aujourd'hui partir dans l'autre sens de ces esthétiques multiples de la réception, puisque nous allons regarder les choses dans l'ordre de la provenance. Et cette fois, nous allons travailler les archives et les sources orales, comme ça avait déjà été quelque peu fait lors de la première séance, qui d'ailleurs s'était suivie d'un entretien et de discussions extrêmement fructueuses avec les auditeurs. Alors il en sera de même ce soir. Le professeur va donc faire une leçon sur le cas du collier typotype et bien entendu la statue des pouvoirs. Et puis après, il y aura donc une séance de questions-réponses et comme d'habitude, nous clôturerons notre soirée aux alentours de 18h50. En vous disant encore, professeur, toute la joie de nous avoir parmi nous. Et puis pour de longues semaines, il y aura aussi donc d'autres activités avec le professeur. Je vous donne ce soir la parole et je vous remercie par avance. Je commence par vous remercier une fois de plus, remercier le secrétaire perpétuel, remercier tout le monde pour votre assistance ce soir. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des archives et sources orales dans la recherche de provenance des objets culturels et nous prendrons le cas du collier typotype et de la statue à pouvoir du chef Nkolomoni. Mais avant de commencer, excusez-moi la tautologie, j'aimerais un peu vous dire que chez nous, dans notre histoire coloniale du Congo, les archives et les sources orales doivent être considérées comme des piliers pour la reconstitution de l'histoire. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, si on ne prend que les archives, on va biaiser en fait l'histoire. Parce que les archives, c'est un son de cloche. Les archives viennent de celui qui les crée. Ça peut être l'employeur à l'Union minière, par exemple. Lorsqu'il y a eu la grève de 1941, il y a des travaux qui ont été élaborés sur base des archives. Mais il y avait là-bas une lacune. C'est-à-dire, on a vu la vision de l'employeur, mais on n'a pas vu la vision de l'employé, celui qui était en grève. Alors, pour avoir les deux visions ensemble, il a fallu se tourner vers les grévistes pour leur poser des questions. Alors, quand on prend les deux, à ce moment-là, on a une vérité relative. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur les sources orales. J'ai fait ma thèse au Canada, j'ai parlé de la situation sanitaire des ouvriers de l'Union minière du Haut-Katanga depuis 1910 jusqu'à 1970. Mais alors, à la fin, il y a quelqu'un parmi les juristes qui m'a posé la question de savoir, mais quel a été l'apport des Noirs dans l'amélioration de leurs conditions de vie? Et c'est ça qui a fait qu'à mon retour au Congo, j'ai commencé des enquêtes pendant au moins une dizaine d'années pour produire un des ouvrages que M. le secrétaire perpétuel a cité, Histoire des conditions de vie des travailleurs. Donc c'est parti d'eux. Je suis parti vers eux. Et c'est vers eux que j'ai eu l'histoire sociale. Comment ils s'organisent à la cité, etc. Quels sont les rapports, etc. Et c'est aussi à cause des sources orales que
nous savons que la femme congolaise a eu un rôle à jouer dans la création de la société coloniale. Imaginez-vous que c'est en 1967 que j'ai vu pour la première fois un rapport annuel de la GECAMIN, donc l'Union minière du Haut-Katanga, où on a des statistiques des femmes travailleuses. Donc on peut se dire qu'avant 1967, qu'est-ce qu'elles étaient? Qu'est-ce qu'elles étaient? Alors maintenant, pour combler cette lacune-là, il nous a fallu aller vers ces femmes-là pour leur poser des questions. Et à ce moment-là, on a eu une histoire de leur histoire dans le camp. Donc il y a comme ça, c'est pourquoi nous sommes dit, les sources orales ont une importance capitale dans la reconstitution du passé colonial de notre pays, le Congo. Et c'est pourquoi on a tous les deux ensemble archives et sources orales. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, nous savons que des objets sont partis, sont venus ici, sont allés ailleurs, aux États-Unis, un peu partout. En Italie, il y en a. Parce que là, en Italie, il y a, c'est pas une année, on était avec mon collègue Xavier. Nous avons assisté à une exposition de 132 statues à pouvoir soigner. 132 statues. Mais donc, les objets sont partout. Alors maintenant, ces objets sont arrivés et on ne sait pas dans quelles conditions ces objets sont arrivés dans les musées, dans leur lieu d'accueil. Évidemment, il y a là, à côté de chaque objet, une petite histoire. Mais est-ce que toutes ces histoires sont vraies? Et il y a aussi des objets qui sont là, qui sont muets. Le cas, par exemple, à Mas, en Anvers, où il y a 4300 et quelques objets qui viennent du Congo, mais il y a quelques rares objets qui ont une légende. C'est ainsi que nous sommes tombés sur le cas de la statue à pouvoir du chef Nkolomoni, sur lesquels nous avons pu faire des enquêtes sur place au Congo. Mais il y a des objets, par exemple, je ne sais pas comment on va faire pour leur trouver leur lieu de provenance, parce qu'il y a de ces objets que les antiquaires achetaient au port d'Anvers. À ceux qui viennent d'arriver, on achète sans commentaire. Mais que dire de ces objets-là? Donc, il y a tout un problème là-bas. Alors ici, comme je vous ai dit, il y a l'épineux problème ici qui se pose est celui d'identifier les biens culturels pillés et de leur lieu de provenance, leur communauté source. Évidemment, quand nous avons vu à la télévision le Premier ministre belge remettre à notre Premier ministre une liste des objets, etc., ça a créé un peu une confusion dans l'esprit des gens qui croyaient que tous ces 84 000 objets allaient rentrer au Congo. On a dit non. Parmi ces objets, il y en a qui ont été pris dans la violence et qu'il faut restituer, mais il y a ceux-là qui ont été achetés, qui ont été donnés comme dons, etc. Oui. Louis Franck, en 1920, fait le tour du Congo et rentre avec à peu près 80 pièces qu'il devrait normalement remettre à Tervuren, mais qu'il a préféré remettre la chose à sa ville natale qui est Anvers. Bon, là, ce n'est pas notre problème. Mais quand on a regardé un peu, mais ces objets qui lui ont été remis en 1920 sont venus de pillage. Est-ce qu'on les a arrachés? Est-ce que c'était des dons ou pas? On a parcouru par exemple les journaux pour voir, mais les journalistes qui étaient à côté ne pouvaient pas savoir
si le don qu'on donne à Louis Franck venait d'un pillage ou quoi. C'est un don, c'est un cadeau. Et ces 84 pièces qui sont au mas sont là. Qui va les réclamer? Je ne sais pas. Donc, mais ici, nous ignorons donc les conditions de récolte de ces objets. C'est ainsi qu'il y a ce problème-là de recherche. Dire, bon, pour maintenant mener ces recherches, il faut d'abord identifier ces objets. Les identifier, c'est-à-dire c'est un objet qui vient de tel coin. Mais si l'objet n'est pas identifié, il est difficile de mener des recherches là-dessus. C'est le cas de 13 crânes qui sont ici à l'ULB et qui sont déjà en possession, qui sont déjà la propriété de l'université de Lubumbashi et au-delà de l'État congolais. Et maintenant, comme on ne sait pas les identifier, on ne peut pas mener des enquêtes pour savoir dans quelles conditions ce crâne a été récupéré, est arrivé ici en Belgique. C'est difficile. Mais pour les quelques cas que nous avons, alors on peut faire ces travaux-là. Ensuite, il y a aussi un problème. Nous allons voir le cas du collier de typotype. Il y a le discours qu'amène le nouveau détenteur. Hein, c'est lui qui amène l'objet. Nous l'appelons le nouveau détenteur. Le discours qu'il amène, est-ce que c'est un discours vrai? Parce que ceci, si on réfléchit assez profondément, il y a lieu de remettre en cause tous les discours et de reprendre à zéro la recherche de provenance de ces objets qui sont ici pour voir si réellement le discours correspond à la réalité sur terrain. Mais là, il faut beaucoup d'investissement. Et même pour ce problème de recherche de provenance, qui va mettre les moyens pour cette recherche parce que ça coûte très cher. Et nous nous appuierons ici sur 2 cas de figure pour soutenir notre hypothèse. Il s'agit d'abord du collier de typotype et ensuite de la statue à pouvoir du chef Colomoni. Le collier typotype, en fait, ça c'est le nom qu'on a trouvé ici sur place. Mais chez nous, c'est le collier que portait la dame Fouté, une des femmes favorites du chef Kamanda. Et chaque fois qu'ils sortaient ensemble, sa femme mettait ce collier-là. Ce collier, en fait, c'est un don qu'il a eu, qu'il a reçu de son père, Lumpungu, qu'on appelait Akikolo parce qu'en fait, il avait un œil, il était borgne à cause de la petite vérole. Alors, il était devenu borgne, alors on l'appelait Lumpungu Akikolo. Et vers 1919, il a donné ça à son fils, à Kamanda, comme héritage, en 1919. Et c'est le collier que vous voyez là-bas. Alors, il a eu ça de son père. Lumpungu, c'est celui que vous voyez là, qui a été photographié devant ses femmes. Et parmi ces femmes, il y a la mère de Kamanda. Et ce collier, donc, a été parmi les objets, les nombreux objets qui ont été en fait confisqués par l'administration coloniale à la mort de Kamanda. Donc une fois que Kamanda a été pendu, on a confisqué tous ses biens. J'ai eu
le plaisir de lire l'article que Madame Agnès Lacaille du musée de Tervuren a publié au même moment que le livre que j'ai publié aussi sur Kamanda. Et j'ai trouvé que ici, Madame Agnès Lacaille a été très, très prudente parce qu'en fait, elle utilise le conditionnel. Alors je me dis, mais si tout le monde, à l'accueil de l'objet, utilisait le conditionnel, je pense que le musée ne serait pas considéré comme un reseller. Parce que là, on dit, mais comment vous avez pu acquérir cela, etc. Mais j'ai compris aussi qu'à ce moment-là, le problème ne se posait pas. Ce problème-là ne se posait pas. C'est maintenant que ce problème se pose. Alors voilà comment elle a utilisé le conditionnel. Aurait été reçu, acheté, etc. C'est très intéressant comme questionnement. Alors ça marque là la prudence, et c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du discours que vient développer le nouveau détenteur. Et quand on regarde très bien, ce monsieur-là semble ne pas connaître le nom de celui qui lui a vendu. Parce que lui ne l'a pas eu directement de Kamanda, il l'a eu d'un mécanicien dont il ignore le nom. C'est pas, on peut acheter comme ça quelque chose à quelqu'un dont on ignore l'identité, etc. Et quand il se présente devant le musée, il ne connaît pas celui qui lui a vendu, mais il sait que ça vient de Kamanda, et il sait que c'est Kamanda qui a vendu ça lorsqu'il était en prison. Alors, qui est Kamanda? En fait, la date de naissance n'est pas très bien connue. Vous savez, à une certaine époque, il y a nos parents qui nous disent qu'il a vu les soldats rentrer après la Première Guerre mondiale. Tiens, vous avez vu les soldats rentrer après la Première Guerre mondiale? Oui. Donc, en 1918, oui. Mais on dit que vous êtes né en 1914. Comment vous avez pu voir les soldats? Dit non, moi je les ai vus. Mais la date de naissance, c'est 1914. Donc vous aviez 4 ans et vous saviez déjà voir les soldats. Il dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez là-bas, on lève le bras, on regarde si vous avez des poils, on vous regarde, on met une date. Et la date de naissance qu'on a placée, ce n'est pas ma date de naissance. Donc il était plus âgé que la date de naissance. Voilà un peu à cette période-là. Il y a des gens qui vous disent, bon, quand est-ce que vous êtes né? Il dit non, il compte en termes de pluie. Mais les pluies, c'est combien d'années? Bon, il y a des régions où il y a une saison de pluie et une saison sèche. Il y a toujours des régions au Congo où il y a 2 saisons de pluie. Alors, c'est quelle pluie? Alors, quand on dit j'ai 18 pluies, c'est combien d'années? Là, il y a un problème. Donc, voilà aussi pourquoi, ici, à cette époque-là, connaître la date exacte, c'est difficile. C'est ainsi qu'on a dit 1900, 1902, 1903. On dit, bon, de toutes les façons, il est né au début de 1900. Bon, voilà. Et voilà, on a mis à la tête ce jeune homme, Kamanda, parce qu'en fait, il avait son frère aîné, Ngongo, mais comme Ngongo était turbulent, on l'a relégué à l'Équateur. On a préféré prendre Kamanda, qui était jeune et qui n'était pas encore initié à l'art de diriger, de gouverner la chefferie. Alors, comme les autres enfants des chefs, Kamanda a été amené à Lubumbashi, à l'école des enfants des chefs, comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, lundi, pour être formaté, parce qu'il faut le formater, il faut enlever tout ce qui est dans sa tête et puis mettre ce que l'administration voudrait. Et le commissaire de district, Gaston Inen, espérait en faire un instrument colonial efficace, un auxiliaire soumis
et engagé à servir les intérêts du pouvoir colonial. Et je pense, notait-il, qu'en le guidant étroitement, il y aura moyen d'en faire un auxiliaire conscient et dévoué. Bon, il a été investi en 1920 et il a pris le nom de son grand-père. Mais au fur et à mesure que les deux autorités coloniales et traditionnelles cohabitaient, il y a eu enfin des conflits entre l'administration coloniale et le chef Kamanda. Des conflits qui sont dus à quoi? Il faut savoir que quand l'administration coloniale trouve Lumpungu, Lumpungu était au-dessus d'un grand empire. Alors maintenant, ils n'ont pas voulu s'attaquer à Lumpungu. Comme il était déjà un vieil homme, il fallait le laisser. Et ils ont vu que Lumpungu, c'est quelqu'un qui se considérait être chef chez lui. Lumpungu ne se sentait pas soumis. C'est ainsi que lorsque, par exemple, il y avait une manifestation et que le commissaire de district venait, Lumpungu attendait et il venait après le commissaire de district parce que c'est lui le chef. Donc, on ne voulait pas le bousculer parce qu'il était déjà vieux. Le bousculer, c'est-à-dire avoir des problèmes avec la population. Donc, il faut le laisser faire, etc. Et à sa mort, c'est son fils. Mais on ne pouvait pas continuer à laisser faire le fils parce qu'il allait aussi avoir le même caractère que son père. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait maintenant rétrécir son pouvoir, sa puissance. Et comment le faire? On a subdivisé l'empire de Lumpungu en sous-chefferies. Bon, Kamanda était d'accord, mais il se fait que, au lieu que ce soit lui qui nomme les sous-chefs, mais c'est l'administration coloniale qui nomme les sous-chefs. Au lieu que les sous-chefs passent par lui, non, l'administration coloniale a souhaité que ces sous-chefs rendent compte directement au commissaire de district plutôt qu'à Lumpungu. Donc à Kamanda. Vous voyez, à ce moment-là, les relations commencent à se détériorer. Et à ce moment-là, Kamanda commence à comprendre que son pouvoir est sapé. Parce que tous ces sujets-là deviennent de plus en plus indépendants et Kamanda ne gardera que la chefferie de Cabinda. Donc il y a là déjà un premier problème qui va être à la base de ce conflit. Et le deuxième problème qui va être à la base du conflit, c'est en fait l'assassinat d'une femme et de sa fille mulâtresse. Là, ce sont les peintres populaires, n'est-ce pas, qui ont dessiné ça. Et vous avez à côté Kamanda, l'assassin présumé. Et puis, en fin de compte, je dois ici remercier le professeur Jean-Luc Vellut parce qu'une fois de passage au musée, il m'a remis le procès. Et c'est sur base de ce procès que j'ai mené moi-même des enquêtes sur place. Donc, ce que je vous ai dit, j'ai recouru aux sources orales et avec ce procès-là, j'ai pu publier en 2007 mon livre que j'ai intitulé « Kamanda au rendez-vous de l'histoire et de la mémoire congolaise ». Et c'est ce livre-là qui a été publié comme deuxième édition en ligne à Tervuren en 2022. Donc là, après, Kamanda sera condamné à mort et vous avez là-bas cette peinture, évidemment, qui montre trois potences parce que la première fois, quand on le met, on croit que c'est lui qui est mort, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est une poule. On regarde à la place, Kamanda est assis. Bon, ensuite, c'est une chèvre, un chien, etc. Jusqu'au moment où Kamanda va vouloir lui-même souhaiter mourir. Bon. Évidemment, j'ai publié un article là
autour de la mort christique de Kamanda, vous allez voir que on a comparé la mort de Kamanda à la mort de Jésus, etc. Mais là, ce n'est pas notre objet de ce soir. Donc, Kamanda est pendu pour avoir assassiné donc Kapinga, Wachiamba et sa fille Mulatresse. Il y a toute une histoire là que cette femme venait du Katanga, etc., etc. Et puis, on l'a vu entrer là où était le chef, et puis elle n'est plus sortie de là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de ces biens? Parce que Kamanda, comme vous voyez la photo là, avait une maison qui est là, Kamanda avait une voiture qui est là, et Kamanda avait un compte en banque, et en 1925, il aurait reçu l'épée du prince Léopold à Cabinda. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces biens après sa mort? L'administration a d'abord confisqué son compte en banque, a détruit la maison, a vendu les tôles, a vendu les briques, et puis il y a des biens précieux qui ont été confisqués et qui ont disparu. Et curieusement, parmi ces biens précieux, on retrouve ce collier que portait Mfute, on le retrouve ici à Tervuren. Et on a eu des échanges avec Madame Agnès Lacaille qui m'a dit que le collier était ici. Bon, moi, j'ai dit, mais ce collier ne devrait pas être là. S'il est là, c'est que le collier a été pillé, a été arraché, a été confisqué. C'est un objet qu'il faut restituer. Alors, j'ai été en contact avec le chef Kamanda, l'actuel, qui s'appelle aussi chef Kamanda. Je lui ai fait part de la présence de ce collier ici et il a envoyé une petite vidéo qui était, je pense que pour ceux qui ont visité l'exposition dernièrement, l'année passée, ils ont pu entendre la voix du chef et le voir lui-même pour dire que ce collier n'a jamais été vendu par son père. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? Chez nous, il y a des écoles qu'on appelle des écoles d'initiation, des écoles de la vie. Et tout chef doit passer par cette école de la vie. Et on l'évalue tout au long de sa vie par son comportement, etc. Et là-bas, dans le Bukishi, cette école d'initiation, si, par exemple, moi j'ai donné un cadeau à mon épouse, c'est indigne que je lui arrache ce cadeau pour le vendre. C'est indigne. Évidemment, les écoles de la vie ont ceci de spécifique que il y a la loi qui n'est pas écrite, qui est là. On vous dit, mais si vous faites ça, vous allez mourir. Mais qui va expérimenter ça? On ne meurt qu'une seule fois. Dit, si vous faites ça, vous allez mourir. Et les gens se mettent en tête ça, si je fais ça, je vais mourir. Mais personne n'a expérimenté. Alors on sait que si on fait ça, on va mourir et on est là respectueux donc de ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait le compte de Kamanda n'était pas un compte négatif. C'est-à-dire qu'il y avait 5 000 francs après la mort de Kamanda. Mais comment Kamanda, dont le compte était encore approvisionné, comment est-ce qu'il pouvait vendre le collier de sa femme pour s'acquitter des frais qui lui étaient imposés? Alors, ça ne s'explique pas.
Donc, c'est pourquoi on a dit ce collier n'a pas été vendu par Kamanda, mais ce collier figure parmi les biens précieux de Kamanda qui ont été confisqués par l'administration coloniale et qui ont été vendus aux enchères. Et puis, il faut savoir que c'est comme si c'était une habitude à l'époque. Parce que si on voit Lusinga en 1884, après avoir été tué, décapité, on a confisqué ses statues. Ses biens ont été confisqués. Ça, c'est en 84. En 1891, quand on tue et on décapite Msiri, son sceptre est parti. Alors, en 1922, quand on va condamner à mort Kolomoni, c'est sa statue à pouvoir qui va disparaître. Donc, c'était comme une habitude, on tue, on décapite et on prend tous ces biens, etc., qu'on confisque et qu'on vend aux enchères. Est-ce que ça, ce n'est pas du pillage? Ce sont des objets qui ont été acquis dans la violence et par la violence. Le deuxième cas, c'est la statue à pouvoir du chef Songomeno Kolomoni. Il est du territoire d'Nkole dans l'actuelle province de Sankuru. Il est Musongomeno. Alors, le chef Kolomoni, c'est un Musongomeno, comme je dis, du village d'Indanga, dans le territoire d'Nkole, dans l'actuelle province de Sankuru. C'est le troisième chef coutumier d'après les enquêtes qui ont été menées sur terrain. Le fétiche est bien décrit par la communauté source. Parce que quand on a mené les photos de ce fétiche, les gens ont commencé déjà à définir, à décrire ce fétiche-là. C'est un fétiche du roi, mais en même temps, c'est le fétiche de la communauté. Parce que quand il protège le roi, il protège en même temps la communauté. Quand, par exemple, pendant le conflit, ça peut provoquer la pluie, une pluie abondante, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir voir très bien le village ou l'ennemi. C'est aussi un fétiche qui, semble-t-il, d'après la communauté, qui faisait disparaître le chef. Il semble qu'il suffit qu'ils vous disent « tenez-moi par la ceinture », vous le tenez par la ceinture, et puis vous disparaissez, vous êtes loin de l'endroit, etc. Et en dehors de ça, il y a la protection contre les maladies, il y a aussi provoqué l'abondance dans la récolte, etc., etc. Donc, c'est ce fétiche-là donc, c'est ce fétiche-là. Alors, nous avons, pour mener des enquêtes autour de ce problème de restitution de ce fétiche, nous avons créé deux équipes. La première, c'est l'équipe qui est restée sur place pour consulter les documents d'archives, avoir des entretiens aussi avec certaines familles belges concernées par le dossier. Et la deuxième équipe, c'est mon équipe que j'ai dirigée à partir de Lubumbashi, où il fallait maintenant mener des enquêtes de terrain. Il fallait disposer des photos de la statue, prises de devant, dans le profil et derrière. Comme ça, quand on montre la photo, la personne sait voir et le derrière, etc., pour mieux situer l'objet. Et nous avons mené, nous, les enquêtes à Indanga, le village d'origine du chef Nkolomoni. Alors, qu'est-ce qu'il y avait c'est aussi une technique que nous avons utilisée, même quand nous avons mené une autre enquête sur les pères
franciscains. Les enquêteurs sont sur terrain et nous communiquons avec eux par WhatsApp. Et même l'équipe belge qui est ici est sur cette plateforme, de façon à ce que lorsque l'enquêteur est sur terrain et qu'il a posé une question, etc., et nous sommes au courant, il y a lieu même de lui demander de poser une autre question supplémentaire parce qu'on n'a pas bien compris, etc. Ce qui fait que lorsque les enquêteurs rentrent, on est déjà sûr, on est déjà d'accord avec ce qu'ils ont fait sur terrain. Il ne reste qu'à nous dresser le rapport. Et puis, nous nous retrouvons maintenant entre moi, responsable là-bas, et les deux, donc Els et Bram, à Anvers. On se rencontre aussi par WhatsApp et on peut échanger. Voilà comment nous avons fait pour arriver au résultat. Donc, il y a d'abord les causes de la condamnation à mort du chef Nkolomoni. Parmi ces causes, il y a des causes, la version officielle, donc qu'on a trouvée dans les archives, et puis il y a des causes, disons, la version qui provient des sources orales. Ici, la version officielle, on dit que le chef Nkolomoni a été condamné pour avoir tué 17 personnes. Et c'est le petit document-là qui était à côté de la statue qui a été, en fait, qui a déclenché notre enquête. Il a tué, il a assassiné. Alors là, vous avez la première page du rapport de Jean Demeur au gouverneur de la province de Lusambo. C'est la première page où il décrit les conditions dans lesquelles ces 17 personnes sont tuées, ont été tuées. Mais en fait, quand on lit, ce n'est pas le chef Nkolomoni qui a tué directement ces gens. Chez nous, il y a le fait que lorsque, par exemple, on a commis un forfait et qu'on soupçonne 2, 3, 4 personnes, il y a, je ne sais pas, des fétiches qu'on fait. Parfois, c'est une casserole qu'on pose sur le feu et il y a de l'eau qui bout. On vous dit, mais si vous n'êtes pas l'auteur, venez plonger votre main dans la casserole. Oui. Mais si vous êtes innocent ou innocente, vous plongez la main et vous la retirez saine. C'est pas. Et c'est par là qu'on peut maintenant attraper celui qui a commis le forfait. Il y a aussi, parfois, ce sont les femmes. Et les femmes ont un pouvoir extraordinaire. Et on exploite ce pouvoir, c'est-à-dire que il y a des choses qui vous semblent invraisemblables, hein? Mais il faut les avoir vécues. Il faut les avoir vécues pour dire, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais vous ne comprendrez pas si vous n'êtes pas initié. Quelqu'un commet un crime, on ne sait pas le trouver, on appelle les femmes. Les femmes qui ont été intronisées. Les Ndalamumba. Chez moi, on les appelle Ndalamumba. Et ce sont ces femmes-là qui viennent, qui appellent toutes les femmes du village, qui se mettent sur la route et qui font des incantations. La personne qui a commis ce crime peut continuer à vivre si elle n'est pas sortie d'une femme. Je ne vois pas une personne qui n'est jamais sortie d'une femme. Si la personne n'a pas bu le lait d'une femme, si la personne n'a pas mangé quelque chose préparé par une femme, si la personne n'a pas bu l'eau qu'a puisé la femme à la rivière. Et après ça, on demande
à ces femmes présentes s'il n'y a pas une qui a des règles. Et oui, moi, etc. Bon, est-ce que vous pouvez avoir votre linge là? Dans le linge, on met sur la terre, et ces femmes dans la Mumba se promènent toujours avec des petites haches. Et alors, on va clouer le linge sur le sol et puis elles se séparent. Je vous assure qu'avant la tombée du jour, hein, quelqu'un avec le ventre gonflé, bombé là, qui va venir pour dire non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, etc. Donc, c'est des trucs comme ça. Mais dans le cas d'espèce ici du chef Kolomoni, Kolomoni a eu ce problème-là dans son village et il a fait appel à un féticheur. C'est le féticheur qui vient et qui fabrique un breuvage et qui distribue ce breuvage aux 17 personnes qui étaient suspectées. Alors, 1 heure après avoir bu ça, ces gens sont morts. Mais on condamne Kolomoni. On dit que c'est lui qui a fait ça. Et c'est dans la lettre là qu'on voit cette vérité. Alors on se demande, mais pourquoi n'avoir pas arrêté le féticheur, mais on arrête le chef et on le condamne à mort. Alors il y a la version orale. La version orale, les gens, vous voyez notre enquêteur qui est là en bleu, ici, et là même devant. Et là devant, c'est-à-dire qu'il a procédé à un focus group. D'abord, il commence par interroger les gens individuellement, etc., etc. Mais quand il y a des questions autour desquelles les réponses ne sont pas correctes ou semblent être un peu choses difficiles à comprendre, alors il organise le focus group. Il prend des personnes ressources, évidemment. Il organise un focus group et il pose cette question-là, ou les questions etc. Et il voit maintenant comment les gens répondent à ces questions-là. Nous avons fait ça lors d'une enquête sur la grève à la Gécamine en 1941, mais c'est une enquête que nous avons menée en 1990. Il y avait encore quelques rares personnes là, etc. Et on a vu qu'il y a des gens qui ont la réponse sûre et quand ils se lèvent, ils parlent avec autorité. Les autres, vous regardez ceux qui ont répondu comme ça, mais ils ne disent rien. Dis-moi, donc ça peut être ça, la vraie réponse. Alors, il a été ici. On dit que Kolomoni aurait, après avoir tué, mais il a tué qui? Il n'a pas tué 17 personnes. Mais pour les témoignages oraux, il aurait tué un prêtre. Et le prêtre qui s'appelait Kabengeli. Donc c'est un surnom. On a demandé la signification de ce surnom, mais les gens n'ont pas su nous donner la signification parce que, disent-ils, il est venu de Lusambo avec ce nom-là de Kabengeli. Bon, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant, quand on a appris ça, et tout de suite, Bram et elle se sont mis à faire des recherches dans les documents d'archives. Et après les documents d'archives, ils sont allés, parce que là, c'est la région qui était sous le... En fait, la région des scotistes. Alors, ils sont allés voir les pères des Scots dans leur chronique pour voir si, à telle année, à telle date, il y avait un prêtre qui était assassiné, ce qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, pendant la période coloniale, assassiner un blanc ou assassiner un prêtre surtout, et ne pas voir ça dans les archives, ne pas voir ça dans la chronique, c'était difficile à comprendre. Et donc, ce n'était pas cet incident-là. Il n'y a aucun prêtre scotiste qui avait été assassiné dans cette région d'Idanga, dans le territoire d'Nkole. Alors on s'est dit, bon,
s'il en est ainsi, et c'est ça la version officielle, officielle dans le village. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une version forgée par la famille Chefal, du roi, pour ne pas amener à la cause principale, la raison qui est la mort de ces 17 personnes? Bon, on fait croire que non, on a tué un prêtre et puis il s'est enfui à Cabinda. Et de Cabinda, il a été rattrapé par l'administration coloniale qui l'a ramené en décaissé en prison. Et comme il voulait s'évader, il s'est noyé dans la rivière Sankourou qui passait à côté. Là, c'est ça la version que les villageois connaissent. Et donc, nous nous sommes dit, si les villageois s'en tiennent à cette version, c'est que les villageois ignorent que Kolomoni a été pendu. Est-ce que la mort, c'était par pendaison ou bien est-ce que c'était par noyade? Là, c'est encore un problème. Maintenant, la divergence entre les documents d'archives et les sources orales, c'est d'abord le fait que les sources orales nous parlent de l'assassinat d'un prêtre et les sources d'archives, les documents d'archives restent muets sur l'assassinat d'un prêtre. Donc, il y a ça. Donc, ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est-à-dire que parfois, les deux sources divergent. Parfois, ça vous dit des vérités contraires. Bon, évidemment, vérité, parce que chaque source a sa vérité contraire. Et vous ne savez pas, vous restez perplexe. Il y a aussi un moment de convergence, c'est la mise à sac des biens d'un Kolomoni par l'administration des territoires. Là est la lettre de l'administrateur des territoires et les sources orales convergent vers le fait que l'administrateur, après la mort de chef Kolomoni, a confisqué, n'a pas permis aux villageois d'accéder à la maison et à ses biens. Et c'est lui, alors, qui aurait mis en vente ses biens. Alors, on comprend pourquoi l'Allemand, il y a un Allemand qui était entré en possession de ses biens. Alors, on ne comprend pas comment cet Allemand est entré en possession de ses biens alors que l'Allemand était dans un autre territoire. Sûrement qu'il a eu vent qu'on vendait aux enchères les biens d'un Kolomoni et il s'est amené, il a pu acheter cette statue et il est mort en 1939, je pense. Il a laissé la statue et c'est la famille qui a amené la statue au musée. Maintenant, ces deux cas nous montrent quoi, en fait? Qu'on peut se servir des documents d'archives, pas seulement les documents d'archives, mais il faut aussi associer à ces documents d'archives les sources orales. Il y a évidemment des documents d'archives qui ne suffisent pas pour expliquer l'origine et les conditions des récoltes, mais là, il faut maintenant d'autres sources qu'on peut appeler d'autres sources indépendantes des sources d'archives, qui peut toujours amener, n'est-ce pas, à définir les conditions dans lesquelles un objet est parti et comment cet objet est arrivé jusqu'au musée
par exemple de Tervuren ou au musée n'importe lequel, etc. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que ces deux sources, les documents d'archives et les sources orales, parfois divergent, parfois se taisent, parfois disent des vérités différentes. Mais alors, quelle décision prendre? Ce n'est pas moi qui vais vous dire quelle décision prendre, mais c'est chaque chercheur qui va maintenant dire quelle décision prendre et pouvoir maintenant défendre cette décision-là de façon à convaincre les autres. Donc, autant les archives sont limitées, autant les sources orales sont aussi limitées. On ne peut pas dire que les archives nous donnent toute la vérité. Les archives donnent une partie de la vérité. Tout comme les sources orales donnent aussi leur vérité, mais qui n'est pas toute la vérité. Mais quand on les met ensemble, il y a lieu de trouver une solution intermédiaire. Donc, les deux peuvent être l'objet de manipulations par leurs auteurs. Par exemple, quelqu'un qui a usurpé le pouvoir ne peut pas vous dire qu'il a usurpé le pouvoir. Mais pour savoir qu'il a usurpé le pouvoir, il y a une autre source populaire, mais officieuse. Ce sont ces gens-là qui vont vous dire non, mais ce monsieur-là n'est pas le vrai chef. Et donc, on peut toujours, la vérité peut être manipulée. J'ai donné quelques exemples là, je dis, bon, le cas des archives sur les enfants métis. Il y a eu des enquêtes ici sur les enfants métis, etc. Il y a aussi les autorités coutumières, par exemple le cas de la tradition orale sur l'origine du pouvoir, tel que donné par les usurpateurs au pouvoir. Donc, dans ce dernier cas, comme je l'ai dit, il existe une mémoire populaire véhiculée par les griots qui sont au service du pouvoir et une mémoire populaire officieuse opposée à la mémoire populaire officielle. Et ça existe dans nos villages, etc. Mais on n'ose pas le dire comme tel. Alors, malgré leurs limites, c'est pourtant sur ces sources-là, entre autres, que nous devons compter pour résoudre l'épineux problème de recherche de provenance des milliers d'objets non identifiés que renferment les musées tant publics que privés. Et là, je vais dire que la restitution physique, c'est-à-dire le retour physique des objets, ne prendra fin que lorsqu'on terminera avec la recherche de provenance. Et donc, il y aura des objets qui vont rester avec des gros points d'interrogation parce qu'on n'a pas su d'abord définir leur lieu de provenance ni comment ils sont arrivés. Alors à ce moment-là, je ne sais pas ce que les deux gouvernements vont faire, c'est moitié-moitié, ou bien on va laisser à quoi? À qui? Je vous remercie.